Et c'est parti. Bonjour Claire, Salut Teddy. comment ça va? Bah super bien, écoute, tu vois, j'ai du soleil derrière moi, donc là, ça fait un bien énorme. Ah, tu m'étonnes, c'est trop bien, ça fait vachement plaisir. Moi aussi, j'adore quand il fait beau. Ça a un réel impact en fait sur les gens et sur soi, hein. On ne se rend pas compte, mais ça fait Tout à vachement fait. bien. Merci d'avoir accepté de venir sur ma chaîne pour répondre à mes questions. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Alors oui, ça, je peux le faire, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Claire Stride, je suis consultante en intelligence relationnelle et en intelligence émotionnelle. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que je fais de mon mieux pour faire en sorte que les gens soient heureux d'être qui ils sont. Voilà, j'ai une base de formation sur la neuroscience et puis d'autres outils comme la communication non violente, la PNL, l'énéagramme, tout ça. Et je mixe un peu tous ces outils-là, je les mets à ma sauce, je fais grandement confiance à mon intuition et je permets aux gens de découvrir qui ils sont parce que c'est la rencontre la plus magique de leur vie, de se faire un gros câlin et de se dire ouais, je suis capable de tout vivre et je suis capable de tout faire. Que ce soit pour les particuliers, notamment sur les profils atypiques et hypersensibles, et puis aussi en entreprise avec des mots un petit peu moins bisounours, des mots beaucoup plus scientifiques, pour leur dire oui, tu peux devenir un leader et arrêter d'être un crétin de manager, tu vois, c'est un petit peu ça que je propose au quotidien. Carrément, super, merci. J'ai vu, je suis allée fouiller sur ton site internet et tout, aller regarder un petit peu ce que tu faisais, évidemment, pour préparer Ouais. cette interview. Et j'ai vu qu'il y avait souvent le mot neurodiversité qui revenait dans tes présentations. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. La neurodiversité, c'est un mot qui vient des États-Unis, en fait, pour désigner d'abord les autistes, mais aussi toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont un cerveau différent de tout le monde. Et scientifiquement, on met dans cette catégorie les personnes atteintes de troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie. 10, ça veut dire dysfonctionnement. Moi, je suis dyslexique et dyscalculique, ça veut dire que les chiffres et les lettres, c'est un peu la galère pour moi. Et on met aussi toutes les personnes dites à haut potentiel, ce qu'on appelle la douance. Donc ceux qui sont censés être surdoués, ce qui est, je pense, le diagnostic le pire qu'on puisse avoir au monde parce qu'on attend de toi que tu sois à la fois un super-héros totalement humble et que tu penses à tout, mais que tu fasses pas chier le monde, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, de haut potentiel qu'on appelle les zèbres aussi Mhm. les personnes qui vont avoir un trouble de l'attention, les troubles du spectre autistique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les syndromes d'Asperger, qui ont ou pas une surefficience, mais surtout qui ont des rituels et un peu des tocs, tu vois. Mais Mhm. sinon, on est gentil et on va bien, tu sais, je dis on parce que donc forcément, j'en fais partie. Et encore plus pour ces personnes qui ont une très grande hypersensibilité, c'est vrai que j'ai à cœur de pouvoir proposer quelque chose qui permet d'être en équilibre parce que notre quotidien à nous, c'est le déséquilibre permanent. Donc, Mhm. c'est un gros challenge, en fait, si tu veux, de prendre soin de ces gens-là. Oui, je comprends tout à fait. Parce que moi, j'encadre aussi des gens qui sont à haut potentiel et c'est vrai que c'est là où est le challenge. Aujourd'hui, Ouais. il va y avoir enfin aujourd'hui, pas quand cette vidéo va sortir, en tout cas une vidéo qui va sortir d'une interview d'une jeune femme qui est Anaëlle du blog La Révolution des Tortues, qui elle est haut potentiel et qui carrément quand elle se présente et qu'elle dit qu'elle est haut potentiel, elle ne dit pas qu'elle est surdouée, elle dit qu'elle est hypersensible et qu'il faut faire attention à ses émotions parce qu'il y a un problème avec l'humilité et l'arrogance généralement autour de tous ces Exact. profils-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu Tout rencontres à fait. souvent avec les gens que tu encadres? Quotidiennement, que je rencontre pardon, avec les personnes que j'encadre, oui, que je rencontre aussi vis-à-vis de moi, tu vois, Mhm. même si ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Et parce qu'à un moment, on me considérait comme quelqu'un d'arrogant, comme quelqu'un, tu sais, madame je sais tout, madame qui sait tout mieux que tout le monde, voilà, qui est pas patiente. Et c'est vrai que je pouvais avoir un profil un peu cassant et dictatorial de temps en temps parce que je trouvais que c'était plus rapide et plus simple que je fasse plutôt que d'expliquer aux gens, tu vois. Et c'était pas contre eux, en fait. C'est horrible de Mhm. dire comme ça, mais c'était pas contre eux, mais c'est sincèrement, c'était pour moi, pour être plus efficace, pour avancer. Et je pensais sincèrement aider tout le monde en faisant ça. Mhm. Alors, la vie m'a fait comprendre que non, on n'aide pas les gens en faisant à leur place. Et on n'aide pas les gens en leur montrant notre manière de faire à nous.
Et c'est Mhm. comme ça aussi que j'ai appris, si tu veux, à prendre soin des hypersensibles. Et ce que dit Anaëlle est très vrai, parce qu'on n'est pas conscient de cette notion d'arrogance, parce que nous, on veut bien faire, mais on veut vite faire par rapport à notre cerveau, tu vois, et c'est là où on est tout le temps en décalage avec les gens. Donc oui, Mhm. je le rencontre au quotidien et je l'ai rencontré aussi pendant que j'enseignais, parce que je veux dire, on est 4, 6, 8, 12, 20 ans, 30, 50, 60, on est pareil dans notre Ouais, posture. exactement, ouais. Voilà. Cette notion de rapidité dont tu parlais un peu plus tôt, on en a parlé aussi avec quelqu'un que j'ai interviewé avant qui s'appelle Caroline. Elle, quand elle a eu son diagnostic, enfin la restitution de son test, elle s'est rendue compte que bon, bah, la rapidité, c'était quelque chose qui était très très fort chez elle et que la rapidité d'exécution, c'était très important dans sa vie. Il y a deux revers d'une même médaille par rapport à la rapidité. De l'autre côté de la médaille, il y a le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Est-ce que tu peux nous parler de ces profils-là? Oh oui, bien sûr. Oui. Alors, je dirais qu'on va à plusieurs vitesses et que quelque part, notre rapidité nous amène aussi à une certaine lenteur, ce qui est assez Mm. paradoxal. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir besoin que les choses aillent vite parce que dans notre cerveau, ça va trop vite. Donc, c'est soit dans notre cerveau, ça va trop vite et on arrive à prendre le train en marche et on dépote tout et on a du mal à ce que les gens nous suivent ou alors on est beaucoup dans l'ellipse des infos et des données, tu vois, c'est-à-dire on va pas donner toutes les infos parce qu'on veut que ça aille de plus en plus vite. Et puis l'autre revers, c'est la procrastination. Mm. C'est-à-dire que comme on sait aussi que du coup, on peut gérer ou on n'a pas le choix de gérer à la dernière minute sur un truc qui ne nous va pas, on se met là-dedans. Ça peut être aussi une façon, en se mettant au pied du mur, de se dire, je ne vais pas m'éparpiller. Tu vois. Mm. On a beau faire des to-do list ou des machins. Moi, la première ce matin, j'ai un truc long de 15 pages parce que là, j'organise un stage de développement personnel au Népal et que je vais partir et que du coup, j'ai intérêt à tout booker avant. Bien sûr, je n'ai pas 3 trucs à faire, mais 200, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Voilà, évidemment. Euh, dans ma rapidité, je vais me mettre le challenge d'en faire encore plus et encore mieux que Mm. ce qui était prévu, mais tout ça en perdant du temps sur d'autres trucs et en essayant de faire en sorte que mon cerveau arrête de penser à encore d'autres choses auxquelles j'ai pas envie qu'il pense. Oui. Et sinon, je vais bien. Ouais, le flux de pensée, c'est quelque chose qui est hyper présent chez la plupart des atypiques, hein, pas seulement les hauts potentiels, mais Plus de chez plein de pensée personnes et différentes. d'émotion. Ouais, Voilà, tu et as les deux. d'émotions. T'as les deux. C'est-à-dire que si on n'était que sur de la pensée rationalisante qui nous met en mode robot, ce serait peut-être gérable, tu vois. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a ce flux de pensée avec les émotions. Ouais. Et là, et surtout chez les troubles 10 ou donc les hypersensibles, là c'est beaucoup plus douloureux parce qu'on alimente nous-mêmes nos tourments, en fait. Ouais, exactement, ouais. Du coup, il y a beaucoup d'anxiété. Ça, Oui, ça revient à chaque vidéo, j'en parle à chaque vidéo, le fait que le flux de pensée, ben, on pense à tout ce qu'il y a à faire et on voit toutes les étapes qu'il y a à faire. Et puis, plus on voit toutes les étapes et plus l'anxiété, elle monte. Et à la fin, on fait rien parce qu'on est paralysé par l'anxiété. c'est ça. Soit bah, on est dans la manie, enfin, c'est presque un état maniaque, quoi, où on fait tout ce qu'il y a à faire, vite, 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 et puis à la fin, tout est fait en 10 minutes, et puis on se rend compte qu'en fait, bon, bah, les tâches de 3 semaines qui se sont accumulées, une grosse pile, bah, on pouvait le faire depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on pallie à ça, justement? Comment est-ce qu'on arrive entre les deux, quoi? Déjà, on accepte de fonctionner comme ça. C'est vraiment la première étape. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre qui on est, mais on n'est pas là non plus pour se laisser submerger par notre cerveau. Mm. Tu vois. Je prends souvent l'image, comme j'ai mis dans mon premier bouquin, en fait, l'idée, c'est de surfer sur la vague et pas de se laisser engloutir par la vague. Voilà, on sait que ça part dans tous les sens et dans ce que tu viens de dire, on va aussi plus loin avec le fait de repenser à ce qu'on a fait avant, de comment on l'a fait, de comment ça s'est passé, comment on aurait pu le faire, ce qu'on aurait pu dire, ce qui aurait changé sur le futur. Tu vois, donc voilà, c'est tout ça en permanence. Et il suffit que c'est un SMS ou une notification de mail qui arrive et c'est fini, on t'a perdu pour 15 jours. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ce qui est super difficile. Donc, c'est accepter que ça aille dans tous les sens parce qu'on a cette logique de penser en arborescence, c'est-à-dire qu'on part vraiment, tu vois, non pas dans tous les sens de façon négative, mais dans toutes les possibilités de façon positive et anticipatrice, tu vois. Mm. Donc, j'accepte mon fonctionnement. 2, je l'optimise. C'est-à-dire que si je sais que telle et telle tâche, ça me saoule, je les garde pour la fin. Si je sais que le truc le plus difficile, je vais m'y attaquer dès le départ. Je Mm. fais la différence entre ce qui est difficile et ce qui me saoule, en fait. Ouais.
Ce qui est difficile peut m'intéresser. Ce qui me saoule va pas me motiver. Mhm. Alors, c'est vrai qu'on regarde plein de techniques qui te disent oui, tu commences toujours par le truc que tu n'as pas envie de faire en premier. Je te dirais pour nous, oui et non. Mhm. Je vais commencer par un truc qui est hard parce que je vais bien tu vois, bien réfléchir dessus et une fois que c'est fait, je m'arrête. Ensuite, je passe à ce qui me saoule. Ce qui est important, donc voilà, c'est j'accepte, je comprends mon fonctionnement, je me récompense. Je me Mhm. récompense quand j'ai fini, ça c'est fondamental. Et puis je mets un timer pour me dire voilà, je reste tant de temps et je fais ça. C'est un peu la méthode d'apprentissage Pomodoro, je ne sais pas si tu Mhm. connais ou tu bosses Ouais. voilà, une séquence de 20 minutes. On peut tout à fait le faire quand on est en train de bosser parce qu'on a tendance effectivement à rentrer, je dirais, de façon très positive en mode autiste et on fait notre truc, notre truc, notre truc et puis on part sur 15 choses, on revient, on part sur 20 choses, on revient. Au bout du compte, on s'épuise. Ouais. En neurosciences, ce que j'ai appris aussi et ce qui est extrêmement aidant par rapport à tout ça, pour me connaître, c'est savoir quel est mon profil de personnalité dominant. Et Mhm. du coup, j'adapte et je fais adapter aux personnes avec lesquelles je travaille leur quotidien, leur méthode d'apprentissage, leur connaissance d'eux-mêmes par rapport à leur profil de personnalité. Et Mhm. ça change tout parce que tes profils de personnalité dominant te permettent d'être dans le plaisir. Donc, de sortir de cette espèce de logique d'angoisse, tu vois, où en gros, il faut que tu fasses ce truc-là et que tu sais que tu n'as pas envie. Par contre, si tu sais comment tu fonctionnes, et ben, tu vas mettre du fun dans ça et tu vas réussir, être récompensé et faire la fête. Ouais, et c'est un cercle vertueux du coup. Exactement. Et du coup, les profils de personnalité, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est ce que j'ai appris en approche neurocognitive et comportementale. Ils ont étudié en fait comment ça s'est déterminé dans notre cerveau pour voir la vie. C'est-à-dire Mhm. que la façon dont on voit la vie, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait du bien. C'est ce qu'on appelle le processus d'empreinte. Ça se joue entre les 3 derniers mois de grossesse et les 6 premiers mois de vie. Donc, comme je dis toujours aux gens, maintenant c'est trop tard pour faire un procès à vos parents si vous êtes en train de m'écouter. Dès que c'est C'est foutu pour fini. faire un procès à vos parents, c'est fini. Et en fonction de comment le petit bébé a compris la vie, entre ces 3 derniers mois et ces 6 premiers mois de sa vie, en fonction de comment il a été aimé, changé, nourri, câliné, etc. Soit il a trouvé ça chouette et il a développé des personnalités qu'on dit activées, soit il a trouvé ça un peu relou et il a développé des personnalités qu'on appelle empêchées. Et sur ces 8 profils, en fait, alors ça, c'est les noms qu'on a donnés. On a le philosophe, on a l'animateur, le stratège, le participatif, et puis le novateur, le gestionnaire, le compétiteur et le solidaire. Et en fonction de tout ça, par exemple, imagine, moi, tu vois, j'étais un petit bébé animateur. J'ai du philosophe, de l'animateur et du stratège. Quand il y a un truc qui me saoule, tu vois, par exemple, mes notes de frais. Faire mes notes de frais, mon Dieu. Note de frais, c'est le kiff absolu du gestionnaire. Je n'ai Mhm. pas une once de gestionnaire en moi, tu vois. Donc, soit je repousse ça à la veille du jour ou à 3 jours après le moment où je dois le rendre. Mhm. Je dis OK, Claire, vas-y, je compte sur toi. Alors, moi et moi, on s'entend bien, tu vois. Et je compte sur toi et tu me boucles ça maintenant. Et après, c'est pause carré de chocolat, ou alors je vais m'acheter un petit truc, ou alors voilà, je me fais plaisir. Ou juste, je vais mettre, là, tu vois, aujourd'hui, je suis dans un appart chez une amie où il fait super beau et ça va être juste, je vais buller dehors et me faire une petite médite au soleil et profiter, tu vois. Et je, Mhm. et je mets du fun là-dedans. Et pour faire mes notes de frais, c'est peut-être tout court, mais j'utilise des couleurs parce que j'aime bien, tu vois, quand je fais mes trucs, après, je les fais sur l'ordi, mais je me mets de la musique et je prends des notes, je me mets des post-it, tu vois, des trucs comme ça pour que ça devienne le côté funky qui me corresponde et ce côté liberté qui me correspond. Et c'est en ça que c'est super intéressant de connaître ces profils de personnalité parce que du coup, on parle notre propre langue et on s'aligne avec qui on est en fait. Mhm. C'est si incroyable parce que depuis le début de ces interviews, à chaque fois on en revient là, il faut se connaître quoi. Si on se connaît pas, ça marche pas. Il y a rien qui marche quoi. Je peux Ouais. pas, je vois même pas pourquoi c'est pas le premier truc qu'on nous apprenne à l'école en fait, parce que c'est pas de moi le connais-toi toi-même. Hein. Il y a des gars qui l'ont dit avant moi, il me semble, un petit peu barbu, il y a quelques années de ça. C'est fondamental. Oui, carrément, carrément. Et comment est-ce que toi, t'en es arrivé à justement entamer ce chemin du développement personnel et à te dire, ah, il faudrait peut-être que je commence à regarder comment est-ce que je fonctionne parce que là, ça marche plus. Parce qu'en fait, au début, ça n'a jamais marché. Ah, Voilà.
Ah, tu veux. C'est là où tu prends ton mouchoir. Au début, ça n'a jamais marché dans le sens où moi, je suis l'aînée dans ma famille, l'aînée des petits-enfants. Il y avait très peu de points de repère et surtout du point de repère avec les adultes. Et à l'école, tu n'avais rien qui me ressemblait en fait. Donc, c'était soit j'étais complètement anormale et à moitié folle, soit il y avait une autre possibilité. Donc, du coup, comme j'en avais marre, en gros, d'être triste dans mes interactions sociales, histoire de dire bien les choses, j'en avais marre de me faire trahir par mes amis, j'en avais marre de tomber sur le mauvais mec, j'en avais marre de m'engueuler avec mes parents. Tu vois, à un moment, je me dis, c'est ma vie, elle peut pas ressembler à ça tout le temps. Donc, à partir de 18-19 ans, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Après, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, il y a 20 ans, on ne parlait pas trop de ces choses-là. Moi, je savais que j'étais surdouée. C'était le mot qu'on disait à l'époque. J'ai dit, celui qui est surdoué, ben donc ça voulait dire que tu réussis tout. Mais t'es un peu bizarre si t'es un peu les 10 et le machin. Et tout était pensé, si tu veux, qu'en termes de compétences scolaires et absolument pas en termes émotionnels. On n'a jamais parlé d'émotions à la maison. Enfin, tu vois, même les orthophonistes que j'ai vus et tout m'ont jamais parlé de ressenti, de plaisir, d'émotion, de gestion des émotions. J'ai appris ça toute seule et j'ai commencé par dévorer des bouquins à 18 ans parce que quand je suis allée voir des psys, j'ai juste essayé de les faire tourner en bourrique en étant persuadée qu'ils ne pourraient pas m'aider. classique. Et voilà, classique, aucun mérite, classique. Je pense même que c'est une épreuve, c'est un truc à mettre sur ta checklist, comme quoi c'est bon, ça je l'ai fait, je peux passer à autre chose. Et donc j'ai bouquiné, je me suis pris des murs. Ce qui m'a aidée, en fait, je crois que le premier pas important, c'est que j'ai fait une première retraite en silence. Pendant une semaine, j'avais une petite vingtaine d'années. Je commençais vraiment à craquer et là, je suis partie faire une retraite en silence et ça a été un déclic en fait, je vais arrêter de me fuir. Je vais arrêter de comprendre pourquoi tout merde autour de moi. Je vais essayer de voir ce qui va pas en moi et ce qui va en moi. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête, que ça vienne de l'extérieur, mais que ça viendrait de l'intérieur, entre le fait de le lire dans un livre, mais de le vivre dans ton corps en étant, je suis partie faire une retraite dans les Alpes, dans un monastère ou retraite en silence, tu parles pas avec les gens toute la journée et moi qui parle tout le temps, comme tu es en train de voir, c'est super difficile au début et puis je me suis dit, mais en fait, dans un regard, dans un geste, j'ai reçu beaucoup plus que des mots. Et ça a été le début, si tu veux, d'une autre façon de voir la vie, d'autres lectures, de formations, pour aboutir donc de la PNL, de l'énéagramme, de l'analyse transactionnelle, communication non violente. Et à chaque fois, c'était des outils pour transmettre et travailler ma pratique enseignante, de formatrice, de consultante, mais aussi d'abord, commencer par moi. Et tout ce que je fais dans mon métier, si je ne l'ai pas expérimenté, éprouvé, ressenti au fond de mes tripes, vomi, digéré, etc., je ne le fais pas. Si tu veux, pour moi, là, c'est mon humilité, mon intégrité. J'irai pas sur quelque chose que j'ai pas déjà vécu et ressenti. Parce que c'est ce qui me permet d'être le plus en phase avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et pour moi, d'être le plus honnête possible, tu vois. Bien sûr. Ouais, je sais plus qui me disait ça cette semaine, enfin la semaine dernière, mais c'est vrai que de toute façon, on traite les gens qui nous ressemblent, hein, et ils viennent nous voir justement parce qu'on leur ressemble. Et C'est il ça. n'y a jamais de hasard, hein. Et généralement, quand ça se passe pas bien, c'est justement parce qu'il y a une résonance qui fait que ça peut pas bien se passer parce qu'il n'y a pas ces similarités. Donc, ouais. Exactement. C'est cool que tu te sois rendu compte aussi tôt qu'il y ait comment dire, une importance qui est toute particulière dans les émotions, dans le fonctionnement de toutes ces techniques, que ce soit l'orthophonie, que ce soit même la médecine générale. Quand on ne fait pas confiance à son médecin, ça ne peut pas marcher du tout. Ah ben c'est ça. Exactement, ouais. Et on parle beaucoup des surdoués comme étant hypersensibles, mais par exemple, moi, qui sors d'une famille très maltraitante et qui a été diagnostiquée très très tôt, j'ai été diagnostiquée à 6 ans. Moi, j'ai vécu une longue période de dissociation où j'étais pas du tout en phase avec mes émotions et où j'étais complètement un robot. Et il y en a plein qui doivent comment dire, comment dire, reconnaître dans ce type de comportement qui sont très très dans l'intellect et pas du tout dans les émotions parce que les émotions c'est trop dur, c'est trop compliqué donc on va les mettre de côté. Comment est-ce qu'on leur explique à eux que les émotions c'est important et à quel point c'est important? Déjà, merci beaucoup pour ce que tu partages parce que c'est tellement ça. Moi, j'étais diagnostiquée à 6 ans, pareil, famille compliquée et tu rajoutes la maladie. Et je crois que c'est vraiment notre mode de survie de se mettre en robot en fait. Carrément.
Parce que tu vois, là, je suis en train d'écrire un nouveau bouquin sur justement mon combat par rapport à la maladie. Et quand j'ai commencé à lister tout ce que j'étais en train de vivre, je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre ça? Oui. Là, je l'ai vécu sans le conscientiser. Je Mm. l'ai vécu de la façon la plus rationnelle possible. Parce que si j'avais mis des émotions au moment où je me rendais compte que je vivais tous ces merdes-là en même temps, je ne te garantis pas qu'on aurait cette interview aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, je pense que déjà, pour moi, la première chose à partager, c'est on a tout à fait le droit d'être en mode robot. Ça fait du bien. Ça permet de prendre du recul. Par contre, pas que ça. Ouais. Faire rentrer les émotions, je le vois, je bosse beaucoup avec les 15-25 ans, avec des jeunes qui sont addicts, qui font des tentatives de suicide, qui se scarifient. J'ai jamais fait ça. Par contre, je sais que dans la détresse que j'ai vécue, la douleur, la souffrance était aussi profonde et similaire, tu vois. Il y avait une vraie question d'identité, une vraie envie de moi-même. Donc, du coup, je pense que moi, je me maltraitais autrement par rapport à tout ça. Et en fait, si tu veux, faire comprendre que les émotions, c'est chouette. Pour nous, les émotions, c'est le chaos. Ouais. Comme tu te rends compte, voilà, les émotions, c'est chiant, ça vient tout perturber. T'as l'impression que tu as un monde magique qui s'ouvre devant toi et puis après, tu sombres dans une abysse. C'est de se dire que les émotions sont là pour notre bien. C'est tout bête, j'adore le dessin animé Inside Out, tu sais, Ouais. ça, qui en fait te montre qu'on a besoin de cet équilibre. Et moi, ce que je pourrais inviter à dire aux gens, c'est accueille tes émotions. Donc ça, en général, c'est la phrase qui est chiante parce que ouais, mais je fais comment? C'est comme quand on me dit de lâcher prise. Oui. Accueillir ses émotions, c'est déjà dire, ok, je suis en train d'avoir des émotions. Et c'est se le dire à soi et c'est le dire aux autres. Et il n'y a pas de honte à aimer, il n'y a pas de honte à être joyeux, il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à être en colère. Les émotions sont des indicateurs de notre état. Tu parlais de la médecine tout à l'heure. Moi, je fais une vraie différence entre la médecine allopathe qu'on a ici en Occident et la médecine plutôt chinoise ou ayurvédique et tout ça, qui, elle, est complètement basée sur le côté holistique et les émotions et ce qui traite justement cette notion d'émotion et des humeurs par rapport à tout ça. Et, c'est écoute-toi. Écoute-toi, vois ce qui se passe. Si tu es en colère, c'est pas pour rien. Si tu pleures, c'est pas pour rien. Si tu ris, c'est pas pour rien. Et juste, voilà, encore une fois, arrête de fuir qui tu es et accepte ce qu'il y a. Plus on essaie de fuir une émotion, plus elle grandit, plus comme une peur. Je vais mettre émotion et peur dans le même panier et plus, en fait, ça devient un truc monstrueux. Si tu regardes ton émotion et que tu lui dis, OK, merci d'être là, même ta colère, même ta tristesse, c'est une partie de toi de toute façon qui t'indique que là, ça va pas et que tu peux faire quelque chose. Mais qui n'est pas là non plus pour te culpabiliser parce que tu n'es pas foutu de savoir comment aller mieux. Tu vois, c'est vraiment un indicateur pour te dire, là, tu ressens ça et avance. Oui, exactement. Oui. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que non seulement dans les émotions, mais aussi dans plein de médecines holistiques, souvent les surdoués sont très réticents à ça, justement parce qu'ils ne voient pas de sens pratique à toutes ces choses-là. C'est juste des émotions, des énergies, ce genre de choses. Et j'aimerais juste ajouter qu'on peut trouver du sens là-dedans. On peut aussi trouver des mots pratiques cartésiens pour expliquer toutes ces choses-là et que c'est pas forcément juste de la foi, quoi. Et il y a un truc qui est super intéressant, j'allais dire, chez voilà, toutes ces personnes avec, comme on dit, un haut potentiel, c'est que quoi qu'il en soit, on est ultra connecté et on a une intuition de dingue. Et on sait des choses qu'on ne sait pas expliquer. Je crois qu'on a besoin de tomber dans le concret, le côté cartésien, pour se rassurer que c'est normal qu'on sache ces choses-là. Alors Ouais. qu'en fait, c'est de la perception, tu vois. Et accepter aussi qu'on sait sans savoir d'où ça vient, qu'on peut recevoir sans que tout soit carré, cadré, scientifique, comme tu dis, c'est aussi une belle ouverture. Parce que le sens, on va le trouver juste dans le bien que ça nous apporte, en fait. Et le sens, il est nous. Exactement, ouais. Ah, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à un commentaire que quelqu'un avait laissé sous une de mes vidéos où j'expliquais, je sais plus laquelle c'est en fait. Bon, voilà. C'est un commentaire de quelqu'un qui disait que lui, il venait d'être diagnostiqué au potentiel et que pour lui, c'était compliqué que les hauts potentiels soient autre chose que athées. Pour lui, les hauts potentiels ne pouvaient pas trouver de religion, par exemple. Et il m'a dit, est-ce que toi, tu aurais
un exemple de haut potentiel qui croit en quelque chose. Et je lui dis, bah oui, moi je suis bouddhiste. J'ai une de mes amies qui est autiste Asperger et qui est catholique très pratiquante d'ailleurs. Voilà, la foi, c'est pas quelque chose qui est incompatible avec le haut potentiel du tout, hein. Absolument pas. J'ai plein d'exemples aussi autour de moi. Et je pense que justement, c'est à partir du moment où on a compris qu'on avait cette force en nous, cette part sacrée, cette part de divin, hein, que chacun va voir, aimer la sémantique qu'il veut, mais qu'on a compris qu'il y avait un truc plus grand que nous, parce qu'on le sent, on le sait. Voilà, c'est ça la foi. Exactement, La ouais. foi en soi, la foi en la vie, la foi en l'univers. En plus, on est tous avec d'énormes, comment dire, on se trimballe d'énormes boulets. Donc, je crois qu'à un moment, enfin, je connais pas un haut potentiel qui a une vie toute lisse et toute plate. Genre, j'en ai jamais croisé, hein. Un neuroatypique qui a une vie simple, j'en connais pas. Il y en a plein qui se mentent, hein, qui pensent l'avoir et qui justement ne regardent pas les choses, mais quand ils commencent à te raconter, oui, non, mais en fait, non, mais si, j'ai eu un petit accident, mais si, j'ai telle personne qui est morte, ouais, non, bah alors tu vas regarder ta vie en face, s'il te plaît. Voilà, donc c'est vu le chaos déjà dans lequel on vit, dans lequel on est, du verbe être et du verbe naître, et tout ça, euh, et cette foi, cette force, j'allais dire, qu'on a à vouloir être nous, malgré tout, tout en s'obligeant à rentrer dans des cases. Je ne sais pas si on est conscient de l'énergie qu'on met à essayer de limiter ce qu'il y a au fond de nous pour rentrer dans un putain de moule qui ne nous correspondra jamais, mais où on pense que c'est notre place parce qu'on a besoin d'être normal et d'être aimé, mais tout en étant en train d'imploser parce que ça ne nous correspond pas, voilà, c'est pas possible, tu vois. Donc, rien que se dire, ouais, la foi, notre foi, je pense, ne serait-ce que notre foi en nous avant tout, et ensuite la foi en la vie, elle vient de trouver cet équilibre pour arrêter de souffrir, en fait. Carrément, ouais. Autre sujet, il y a beaucoup d'hypersensibilité, mais aussi des sens, non seulement chez les surdoués, mais chez d'autres neuroatypiques. Par exemple, les autistes Asperger, eux, ils ont cette, comment dire, sur-sensorialité où ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître les matières ou alors de voir les couleurs ou ce genre de choses. Ça peut être hyper handicapant. Est-ce que toi, tu traites aussi des gens qui sont Asperger ou tu les accompagnes? Alors, Asperger, ça dépend du degré, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas douée sur la notion rituelle. Ouais. Voilà, ça, je ne sais pas faire. Donc, si la personne a besoin d'un conseil, d'un accompagnement là-dessus par rapport à tout ce qui est ritualisé, je saurais donner des pistes, mais je pense que je ne saurais pas être la plus adaptée par rapport à ça. Pour tout ce qui est le handicap de l'hypersensorialité, moi, je le vis déjà avec les odeurs, avec le bruit, avec la lumière. Donc voilà, ça fait un peu vampire, un peu machin. Enfin, hier, j'étais avec des amis, on rentre dans un café. Ça se sentait tellement fort quelque chose que j'ai dit, écoutez, moi, je peux pas rester ici, il faut qu'on sorte. Tu vois, le métro, je t'en parle même pas. Enfin bon, tout ce qui est communauté, c'est super difficile. Donc là-dessus, je te dirais, pour bien gérer ça, en fait, comme ce sont nos propres sens, moi, j'accompagne, mais par rapport à de la pleine conscience, par rapport à de la relaxation, par rapport à de la méditation, tu vois, c'est réussir à faire en sorte que nos sens arrêtent de nous empoisonner la vie. Je dirais là, comme tout, on a nos limites. Je suis pas capable d'arrêter de moins bien voir. Je vais arrêter de m'exposer à la lumière et je vais écouter mon corps, tu vois, c'est juste ça. C'est aussi réussir si beaucoup de prise de recul par rapport au bruit parasite, par exemple. Ah ouais, j'ai réussi à le faire, donc du coup, je peux aider les gens là-dessus. C'est quand tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de faire du bruit ou de taper avec un stylo. Voilà, ce genre de truc où ta première image, c'est de prendre le stylo et de lui planter dans la gorge. Clairement, faire avaler. Et oui, on l'a tous pensé. Hein. Oui. Regarde-nous en face. Oui, ouais, faire un truc avec ce stylo et ce gars. C'est vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ça. Et ça, c'est de la saturation de perception sensorielle, en fait. C'est-à-dire que, ok, si moi je focalise sur le bruit du stylo, je vais obliger mon cerveau à aller chercher tous les autres bruits qu'il y a autour pour arriver à l'atténuer. Ouais. Je fais beaucoup ça aussi en hypnose avec les gens qui viennent me voir. C'est comme un interrupteur dans le cerveau, hein. On Exactement. va
on prend le degré de sensorialité et puis on baisse, jusqu'à ce que ça soit complètement supportable et vivable, quoi. Et c'est C'est vrai que ça. ça arrive souvent chez les profils atypiques moi, par exemple, si j'entre dans un café et qu'il y a 3 conversations à la fois, c'est impossible pour moi d'avoir une conversation. Non, c'est impossible s'il y a trop En de... plus, il faut qu'on écoute toutes les conversations. Donc, Voilà, exactement. Mais du coup, écouter toutes les conversations et parler en même temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. c'est Voilà, fatigant, clairement. exactement. Ouais. Donc, ouais, il y a ça aussi. Et puis, bah, justement, le fait d'être confronté à toutes ces choses-là, ça fait qu'on a un niveau d'énergie qui est vite très bas. Du coup, et aussi, le fait est que certaines personnes, enfin, beaucoup de neurotypiques, eux, sortent pour aller voir des gens, pour se changer l'air, et ce genre de choses, voilà. Chez les neuroatypiques, c'est plus voir des gens, c'est pour leur faire plaisir à eux, mais C'est ça leur ça. draine complètement de leur énergie. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer à l'entourage qu'on fonctionne pas comme ça? Alors, tu vois, c'est génial que tu poses la question parce que cette nuit, j'ai un gars que je suis qui est au Canada qui m'envoie un message et qui me fait j'en peux plus. J'ai plein de gens qui veulent me voir et moi, j'ai juste besoin de rester chez moi et de couper parce que je suis saturée. Comment je fais pour leur dire que je suis pas un connard? Mais clairement, c'est ça. Et comment je fais pour que quand je serai prêt à les revoir, eux me jettent pas? C'est ça Ouais. les vraies questions, tu vois. Donc, réponse en live. Bah déjà, si, il faut le dire. C'est super important de dire, tu sais, c'est vraiment comme dans les accords Toltec, c'est faire en sorte que les autres, ils prennent pas les choses de personnel, mais c'est faire du mieux qu'on peut pour soi. C'est-à-dire que oui, nous, ce qui nous ressource, c'est notre grotte, Mm. clairement. Et c'est super important d'avoir une grotte. Donc déjà, encore, tu vas dire que je radote, mais c'est accepter. Accepter que voir des gens, ça m'épuise. Ça me demande une énergie de ouf. C'est chouette parce que même si je suis dans la joie et qu'il y a une super émulation, c'est génial. Mais quand je ne sais pas contrôler mes émotions, donc le petit moi d'avant, il y a une dizaine d'années, bah, tu montes à fond dans la joie et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est le vide intersidéral. Et comme la plupart des personnes sont dans cette quête d'amour, hein, parce qu'on a cette peur du rejet et d'abandon qui est vissée au corps, puis trahison aussi, parce qu'on aime bien avoir toutes les blessures, euh, on, on attend tellement de l'autre que c'est terrible. Donc, la première chose, c'est d'accepter d'être seul. Mm. Déjà, parce que ce qui est très très difficile dans notre hypersensibilité ou notre douance, c'est que on n'est jamais seul pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on va décider d'être seul parce que les autres sont cons. On va décider d'être seul parce qu'on s'ennuie. Et on va pas décider d'être seul parce que nous, on est une chouette personne, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que j'invite à faire pour se ressourcer. De toute façon, c'est de se rendre compte qu'on est une chouette personne et qu'on est bien avec nous-mêmes. Donc, Mm. bien avec nous-mêmes pour réfléchir si on en a envie, poser le cerveau et rester à mater des séries si on en a envie sans culpabilité, bouquiner. Et ce qui aide beaucoup, c'est vraiment dans toute cette gestion des émotions, c'est aussi travailler sur le lien d'attachement. Mm. C'est-à-dire que l'autre, c'est quoi pour moi? L'autre, c'est une multitude, une potentialité infinie de me faire du mal. Donc, soit je suis totalement parano et je vois des gens et j'ai envie qu'ils m'aiment tout en sachant que potentiellement ils peuvent me planter un couteau dans le dos et j'aime ça et j'y vais, tu vois, voilà. Soit j'essaie de poser un petit peu mon côté maso et je me dis, bah, ok, qu'est-ce que je veux en fait? Mm. Et que de toute façon, et là j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'autre solution, à part l'amour de soi, il n'y a rien qui remplit au maximum. Mm. Donc Carrément. c'est vraiment être en conscience qu'on a besoin de s'aimer soi, que l'autre, c'est un magnifique plus dans ma vie. C'est un magnifique plus si moi je suis au clair avec moi-même, tu vois. Je peux pas aller attendre de l'autre qui me dise que je vaux le coup. Je peux pas aller lui donner la responsabilité de mon bonheur ou de mon malheur, tu vois. C'est pas possible. C'est ce qu'on fait tous, hein, et c'est ce qu'on a tous fait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on est heureux. Donc c'est vraiment voilà, c'est savoir dire ok aujourd'hui j'ai besoin de ma grotte. Et Mm. je le dis aux gens, tu vois, je le dis aux gens, il y en a. Et je me dis qu'après, ben, tant pis s'ils le prennent mal. Ça leur appartient, je peux pas être à leur place, je peux pas vivre à leur place, je sais pas ce qu'ils attendent de moi et en vrai ils ont rien à attendre de moi comme j'ai rien à attendre d'eux, mais la vie est pas si simple et tant pis si ça blesse des gens, autant qu'ils me le disent, tu vois. Moi je suis vraiment pour une communication, dire aux gens ben voilà, là j'ai pas envie de sortir, j'ai pas forcément envie d'avoir une interaction sociale, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais c'est vrai, Ouais.
j'ai envie d'être avec moi. C'est pas que j'ai pas envie de te voir, c'est que j'ai envie d'être seule. Et quand je serai disposée, si tu en as envie, on se voit. Et si toi, à ce moment-là, tu n'as pas envie qu'on se voit, je l'entends. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on est capable de vouloir renvoyer chez les gens en disant non, mais foutez-moi la paix. Mais quand un autre le fait, on l'encaisse pas. Faut être aussi, faut être honnête avec ce qu'on vit et faut être dans une équité par rapport à ce qu'on vit, tu vois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Du coup, Voilà. il faut travailler surtout sur cette notion de rejet Ouais. qui est super dur. Et Attachement. d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens hypersensibles qui tombent sur des profils toxiques, Ouais. c'est des pervers narcissiques, ou alors des gens qui sont vraiment très maltraitants, parce Mm. qu'ils ont du mal à poser les barrières et à voir pourquoi c'est douloureux et pourquoi ça vient pas d'eux, quoi. Ah, mais on n'est pas du tout livré avec la pose de barrière, hein, ça. Nous, c'est tout ou rien, si tu veux. Donc, c'est en termes d'amour, c'est tout. C'est parce qu'on n'arrive tellement pas à se regarder bien et que de toute façon, on a eu des difficultés à l'école, dans la famille, machin, etc., qu'on ne sait pas faire. Et les premières rencontres amoureuses maltraitantes c'est dur. Ouais. Mais on s'en sort. On s'en sort. Garantie, on s'en sort. Oui, bien sûr. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est assez énervant de voir dans les lectures récurrentes je regarde là parce qu'il y a tous mes livres en fait, sur les lectures sur la douance intellectuelle, que souvent le thème qui revient, c'est la dépression, que les doués, ils sont dépressifs, qu'ils sont tout le temps tristes parce que le Mais monde non, est mais méchant. non, Et mais moi, non. il y en a plein qui sont très heureux. Hein. Mais c'est une question, là, on le choisit, en fait. Et je vais taper un grand coup de poing sur la table parce que c'est top. Ouais, bien sûr, on peut être dépressif si on le choisit, si on le subit. Mais on peut être heureux aussi si on le choisit. Alors, c'est pas facile, mais on en est totalement responsable. Toi, tu parles des bouquins. Moi, un truc qui me terrifie, ce sont les groupes sur Facebook. Ouais. De HP, d'hypersensibles et tout ça, où en fait, on s'enfonce sur les neuroatypiques et les autres. Je suis pas d'accord. On vit tous ensemble, on a tous des richesses et il y a cette espèce de clivage entre nous, on est des choupinous et le monde il est trop méchant avec nous, donc on est dépressif, donc on est handicapé, donc on est ceci, on est cela. Et les autres, c'est à eux de se plier à nous. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, on est responsable de notre vie, on est responsable de notre chemin. Et dans une relation, on est responsable des 50, chacun de la moitié du chemin, tu vois, qui nous permet d'aller à l'autre. Donc l'autre, il a sa responsabilité, mais j'ai la mienne aussi. Et ça a été un des trucs les plus difficiles pour moi à encaisser, ça a été d'accepter que dans les maltraitances que j'ai vécues, j'étais responsable. Il y a une part de responsabilité, oui. Il y a une part de responsabilité. Donc voilà. Okay. Donc on est heureux, on peut l'être, on l'apprend, on le devient. Totalement. Et ça, c'est pas seulement chez les atypiques, hein, chez tout le monde. Hein. Il y a des neurotypiques qui sont dépressifs aussi, et, et ça n'a rien à voir avec la structure neuronale. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous regardent? Alors, on peut parler pendant 3 heures. Bah, écoute, tu sais quoi, je vais te dire le conseil que j'ai trouvé dernièrement, si tu veux, qui synthétise, j'allais dire, mon message universel. C'est la première fois que je vais le livrer dans une interview ou quelque chose. C'est la première fois que je le formule, donc c'est de l'offrir à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Parce que, voilà, moi, mon équilibre de vie, c'est je souris le matin, je dis merci le soir pour tout ce que j'ai vécu, et entre les deux, je fais de mon mieux à la manière qui me correspond. Et pour moi, c'est le mieux pour être aligné. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup de nous livrer ça. Merci à toi de me permettre de le faire. Eh ben, écoute, encore une fois, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps de faire cette interview. Je vais mettre tous les liens vers tes réseaux sociaux et ton site internet et aussi vers tes livres, d'ailleurs, dont tu es auteur, bien sûr, dans la barre d'infos. On mettra tout ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Ben merci, Thévis, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt.